Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette 18e étape, une étape de transition qui a quand même été sacrément costaud, cette étape de transition aujourd'hui. Il s'est passé pas mal de choses et notamment des conséquences pour le général. Et ça, je m'y attendais pas forcément. On parlera bien entendu de la note de l'étape, les coureurs au top, les bonnets d'âne, les différents classements en fin de vidéo, le grand résumé de la journée comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur notification sur une miniature, eh bien plus ça m'aide et plus ça permet de mettre en avant les vidéos. Et puis si vous voulez me soutenir également un deuxième moyen, vous pouvez faire un super thanks, comme ça vous êtes au courant des dernières, vous pouvez comme ça me soutenir financièrement, mais ça c'est seulement si vous en avez les moyens. J'étais presque bon jusqu'à la fin pour cette introduction, ce qui n'arrive quasiment jamais. Les introductions ne sont pas écrites, c'est juste un bandeau sur mon Word, mais ce qui n'est même pas un Word, c'est un LibreOffice. Mais voilà, c'est juste un bandeau et c'est jamais dans le bon ordre, donc c'est toujours à l'arrache. Étape numéro 18, comme je disais, une étape qui a failli être calme. Déjà parce qu'on a eu encore une grosse bagarre pour prendre l'échappée, ça a presque mis 1h30 et qui a eu des conséquences pour le général, et ça on s'y attendait peut-être pas forcément sur cette étape-là, que ça roule fort, que ça déclenche déjà sur cette étape-là pour le général. Allez, le grand résumé de cette étape, un seul abandon ce matin, un seul non partant. C'était Corbin Strong, le sprinter, enfin le puncher, le coureur avec une bonne pointe de vitesse de la Israël, qui avait décidé d'abandonner cette Vuelta. Il a vu les cartes des 3 prochains jours et s'est dit non, ça va pas le faire. Beaucoup d'attaques, beaucoup d'attaques, avec à chaque fois des attaques qui ne duraient pas très longtemps. Ce qui fait qu'on a un peloton qui va même être coupé en deux à plusieurs reprises, notamment à 168 km de l'arrivée. Première attaque significative à 163 km de l'arrivée avec Riley Sheehan qui tente seul, mais qui sera repris quelques kilomètres après. Pablo Castrillo essayera de même à 158 km de l'arrivée. Et ce rythme incroyable de ce début de journée va avoir des conséquences. Rein Taramae, lui qui sera dans une équipe asiatique l'année prochaine continentale, eh bien décide d'abandonner. À 153 km de l'arrivée, nous avons un premier groupe significatif qui arrive à sortir. 12 coureurs, mais qui seront repris en fait 1 km après. Et puis on a une tentative de Stefan Kung à 151 km de l'arrivée. Là aussi, il est repris quelques minutes après. Faut pas vous inquiéter si vous entendez des bruits de caillasse, c'est normal. Ils sont en train de vider les cailloux des champs et même avec la fenêtre fermée, ça s'entend. C'est assez exceptionnel. Depuis 4 jours, ils essayent de vider tous les cailloux du champ. Alors je pense qu'ils vont encore galérer quelques jours. Ceux-ci, ils essayent vraiment de virer tous les cailloux. Je peux vous dire que dans notre coin, dans le centre de la France, il y a beaucoup de cailloux dans le sol. Je peux vous dire qu'ils peuvent galérer encore bien longtemps. À 137 km de l'arrivée, eh bien, le peloton est toujours complet. Et la bonne échappée, enfin le premier groupe qui sort, c'est à 136 km de l'arrivée avec 25 coureurs. Ce qui crée également au même moment une cassure dans le peloton avec O'Connor qui va être distancé. La première heure de course est faite à 49,03 km/h. Je vous fais un point de l'échappée à 123 km de l'arrivée. La situation à 123 km de l'arrivée, nous avons donc cette échappée. Je vous l'ai mis en image parce que c'est vraiment assez exceptionnel. Donc avec à l'intérieur Vlasov, Kruijswijk, Cataneo, Walter, Poul, Terrada, Izagirre, Kung, Soler, McNulty, Van Sevenant, Narvaez, Gugelmi, Adria, Garofoli, le coureur de la Astana, Berade, Vachek, Castrillo, Lebert, un deuxième coureur de la Arkea, Hamilton, Michael Schmid, Baroncini, Gregard, Iribar, Livins, Herrada, De Rent, Shaw, Dens, Lascano, Cadengroves, Heyduk, Reisberg, Bittner, Doul, Sheehan, Sutterling, Pedersen, Vinokourov et Naberman, la lanterne rouge de cette Vuelta qui était même dans cette échappée. Je crois que donc on aura 42 coureurs dans ce groupe de tête, ce qui fait quasiment un tiers de peloton. Le peloton, en passant à ce moment-là, est à 2 minutes 15. L'écart va augmenter quasiment en pic à 117 km de l'arrivée avec 3 minutes 12 d'avance
mais l'écart va se réduire. Pourquoi? Euskaltel, Euskadi a raté la bonne échappée. Vous voyez, là, la Carl Pharma, il y a Arkea, il y a Astana, il y a DSM, il y a Cofidis, il y a Groupama, il y a UAE, il y a Lidl Trek, il y a Jayco Alula, il y a Ineos, il y a la Lotto qui est également présente, EF, Movistar qui est présente dans cette échappée, Israël aussi, la Lotto Soudal également, mais une équipe n'est pas présente et aurait dû être présente dans cette échappée, c'est la Euskaltel Euskadi, ce qui fait qu'elle décide de rouler et l'écart se réduit à 109 km de l'arrivée, on est à 3 minutes, à 105 km de l'arrivée, 2 minutes 18. Et ce qui fait que ça commence à énerver pas mal de coureurs. Et il va y avoir un groupe de chasse qui va sortir, notamment avec Godson Martin et Biscara pour Euskaltel, avec Quentin Paché. Et puis on aura d'autres coureurs qui se rajouteront, notamment Victor Lafay, qui se rajouteront dans ce petit groupe. Devant, nous arrivons à l'Alto de Rivas des Teresa, je crois, qui était donc la première côte de la journée. Je vais le reprendre parce que j'écris toujours aussi bien. Alto de Rivas des Terezo, voilà, c'est Terezo. Ça rappellera mon prof de physique-chimie, c'est qui confondait mes A et mes O. L'Alto de Rivas de Terezo, et donc c'est Marc Solé qui passe en tête. Et à 95 km de l'arrivée, Stefan Kung attaque avec Schmidt et Vacek, eux qui étaient dans le groupe d'échappés et qui vont prendre une belle avance, quasiment 50 secondes à un moment dans la course. Narvaez rejoint Terrada dans un groupe de distancés et à 73 km de l'arrivée, le groupe numéro 1 à 6 minutes 55 d'avance sur le peloton. Le peloton est de nouveau coupé, notamment Ben O'Connor qui sera lâché un court moment, et c'est la EF qui roule, peut-être pour Carapaz. Carapaz a toujours des petites idées derrière la tête. Le groupe numéro 1 qui augmente son avance, donc le groupe numéro 1, le trio de tête qui augmente son avance sur le reste des compagnons d'échappée, ce qui fait qu'à 56 km de l'arrivée, alors que nous arrivons du côté du Puerto de Herrera, eh bien Van Sevenant roule pour combler le trou. Et ça marche plutôt bien car à 50 km de l'arrivée, l'écart n'est plus que de 23 secondes. Et ensuite, nous allons avoir des grosses attaques dans ce Puerto de Herrera, notamment Cataneo, Vlasov, qui paraissent comme les hommes les plus forts, qui reviennent sur ce groupe de tête, puis Izaguirre et Castrillo. Et ce qui fait qu'à 47 km de l'arrivée, je vous montre la composition du groupe de tête. Eh bien, nous avons Marc Solé, Cataneo, Vacek, Vlasov, Kung, Schmidt, Poul, Izaguirre, Berade, Castrillo. Donc d'un groupe de 42, ils ne sont plus que 10 à l'avant. Et dans le peloton au même moment, Carapaz attaque et décide d'accélérer, ce qui va faire mal à deux coureurs, Sepkus et Landa, qui seront lâchés. À 45 km de l'arrivée, Marc Solé attaque et passe en tête du Puerto de Herrera. Et le peloton, donc Kuss et Landa, sont lâchés. La situation à 41 km de l'arrivée, pour vous la montrer. Eh bien, donc nous avons toujours ce groupe de 9 coureurs désormais à l'avant, avec Vlasov, Crosswell, Cataneo, Poul, Izaguirre, Kung, Soler, Berade, Vacek, Castrillo, Schmid, Lascano. Nous avons Pao Mikel qui est juste derrière, donc c'est 10 coureurs, Pao Mikel qui est juste derrière, Garofoli également qui n'est pas très loin à 20 secondes. Derrière nous avons le peloton à 9 minutes 23, donc autant vous dire que la victoire d'étape se jouera entre les coureurs échappés, et donc à ce moment-là à 30 secondes nous avons Landa et Kuss, mais qui n'arriveront jamais à revenir. On aura même pendant un court moment Carlos Rodriguez qui sera lâché, mais il arrive à revenir, comme Ben O'Connor qui est à deux doigts de se faire avoir, mais heureusement Paré Peintre, son ange gardien, est là. À 30 km de l'arrivée, c'est Pao Mikel qui fait son retour dans le groupe numéro 1. Il a quand même bien galéré pour reprendre ce groupe de tête. À 25 km de l'arrivée, Landa a 1 minute 40 de retard, malgré le retour de Van Sevenant qui était dans l'échappée et qui s'est fait décrocher. On va même faire relâcher, alors ça c'est assez exceptionnel quand même, Cataneo, qui aurait pu s'imposer sur cette étape pour faire rouler pour Landa, mais rien n'y fait. L'écart est de 3 minutes 19 à 8 km 900 de l'arrivée.
On se reconcentre sur la course de tête à 6 km 600, attaque de Crosswijk. Nous sommes dans un petit répétition qui n'était pas répertorié au classement de la montagne, mais que je vous avais montré lors de la présentation de cette étape. Crosswijk qui attaque contre De Béradé, une fois qu'il revient sur lui, et à 5 km 600 de l'arrivée, eh bien, Béradé accélère et lâche tout le monde. Personne n'arrivera à revenir sur lui. 3e victoire sur cette Vuelta de l'équipe Kern Pharma. Et du côté des leaders du général, pas de grand changement, sauf Landa et Sepkus qui perdent, et Guillaume Martin qui perdent 3 minutes 20 aujourd'hui. Il y avait également Adam Yates avec eux dans ce petit groupe. Allez, la note de l'étape, c'est sur 20 pour moi. C'est sur 20, pourquoi? Je ne m'attendais pas... En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des conséquences sur le général pour cette étape. Je m'étais dit, on va se contenter de demain et de samedi pour le général et de dimanche pour le contre-la-montre qui affinera peut-être certaines positions. Mais je me disais, on va se contenter de ces 2 jours-là. Et là, on est sur une étape de transition. On va laisser les échappées partir. Il y aura une bagarre pour prendre l'échappée, ce qu'on a eu. On a eu quand même une grosse bagarre parce qu'on était à 49 de moyenne sur la première heure de course. Mais sacrée bagarre. On était même à l'horaire le plus rapide aujourd'hui. Quasiment à 2-3 minutes près, c'était l'horaire le plus rapide du côté de cette journée. Mais je me disais, bon, on va la laisser partir l'échappée. Et puis après, derrière... on est tranquille. Je ne m'attendais pas à ce qu'un mec comme Landa perde autant de temps. Parce que là, on parle quand même de 3 minutes 20. On ne parle pas d'une petite claque. C'est-à-dire que Landa a vraiment pris le bouillon aujourd'hui. Bon, Yates et Kuss, Kuss, vu les efforts qu'il a fait pour Van Aert, au bout d'un moment, ça allait se payer. Et Adam Yates, on n'a jamais véritablement compris pourquoi. Enfin, moi, j'ai jamais vraiment compris pourquoi Adam Yates, il n'a pas perdu du temps volontairement à un moment pour aller prendre les échappées comme l'étape du jour. Parce que si Adam Yates, il était à 25 minutes au général, là aujourd'hui, il pouvait prendre l'échappée. Sauf que bon, il était toujours à moins de 10 minutes. Donc, j'ai pas trop compris cette stratégie-là du côté de cette formation UAE. Mais c'est vrai que ça a des conséquences, surtout pour Landa, parce que Soudal Quickstep avait quand même beaucoup misé sur lui. Et en plus, je trouve que Soudal Quickstep, sur la fin, a complètement paniqué, alors que Cataneo me semblait extrêmement fort. Puis j'ai bien aimé la bagarre dans l'échappée. Sur la fin, l'attaque de Béradé, je trouve, elle était vraiment bien sentie avec Crosswijk. Il fallait oser pour Crosswijk. Le fait qu'il y a des coureurs qui se plantent, je pense, qui tentent des choses aussi, parce que Kung, il a tenté. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais c'était bien anticipé. Donc voilà, je trouve que c'était une belle étape, je trouve, de cyclisme. Donc pour moi, ça mérite un bon 16 sur 20. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, Urko Béradé. C'est bien quand le leader d'une équipe arrive à s'imposer. Quelle course déjà, encore une fois, de la Kern Pharma, parce que là, il y a eu une vraie maîtrise de cette formation. Mais Urko Béradé, c'est important aussi pour un leader de participer à la fête. Vous avez Para pour le général, qui je crois aujourd'hui est toujours bien positionné. Je n'ai pas vérifié. Para, il est toujours 19e. Alors il est à 5 minutes de Jack Haig, donc ça va être compliqué d'aller gagner des places. À part s'il va dans une échappée vendredi et samedi, ce qui est peut-être encore le cas de José Félix Para. Oui, Urko Béradé, c'est un coureur, c'est le leader de ton équipe, le leader sur beaucoup de courses. Et puis surtout, c'est un mec qui est là depuis très longtemps, qui a fait quand même un choix à un moment dans sa carrière de se dire, quand il était chez les jeunes, je ne vais pas chez Euskaltel, c'est un Basque. C'est vraiment double drame même pour Euskaltel. Ils ratent l'échappée, ils se font battre par un Basque qui n'est pas dans leur formation et qui n'a jamais été dans leur formation parce qu'il a commencé extrêmement jeune chez Lizarté et même chez l'ancêtre de Lizarté, ce que disait Guillaume Di Grazia. Et ça fait du bien qu'un coureur comme ça, comme on a connu avec Thomas Voeckler, qui est fidèle avec une formation. Alors lui, il a passé qu'1 an à Euskadi, à l'époque où je crois qu'Ern Pharma n'existait pas encore chez les professionnels, ou était qu'en continental et pas en 2e division. Mais ensuite, dès que l'équipe était chez les pros, il est repassé chez Kern Pharma. Et c'est un coureur qui est hyper talentueux, parce que 4e de Burgos quand même cette année, 5e déjà du Tour du Limousin aussi. C'était en 2021, où il avait fait 5e également de la Croix Race.
aussi, donc les courses par étapes d'une semaine, ça lui réussit bien. Il avait déjà été dans l'échappée de Padron, où Van Aert avait été au-dessus. Il avait été également dans l'échappée de la Junquera, où il avait pris la 8e place. Et bien à la 3e, ça a marché, on dit jamais 203, bien là, ça a plutôt bien marché du côté du coureur de la Kern Pharma. Et bah super épreuve. La gestion tactique là aujourd'hui de la Kern Pharma, il faut quand même la souligner, ils ont quasiment toujours eu un temps d'avance. À part dans le groupe de 3, parce que c'est vrai que ça aurait été bien de mettre Pau Mikel dans le groupe de 3, le groupe Kung-Schmidt, mais ils ont quasiment toujours eu un temps d'avance sur leurs adversaires. Ils ont eu la vista dans le final, mais ils ont quasiment tout le temps été en surnombre. Et c'est vrai que Béradé, bah, c'était la bonne idée, parce que même si ça ne marchait pas, Béradé, bon, imaginons il n'arrive pas à s'échapper. De toute manière, après derrière, bah, Pau Mikel, il n'était pas obligé de rouler. Donc ça consommait de l'énergie à Vacek, ça consommait de l'énergie aux autres coureurs rapides. Et forcément, ça allait aider Pau Mikel à potentiellement aller chercher un résultat. Et puis ici, bah, il arrivait à s'en aller. Eh bien, il allait chercher la victoire d'étape. Voilà, dans les deux cas, c'était plutôt gagnant. C'était bien tenté. On savait qu'il y avait des coureurs qui allaient tenter leur chance. Je m'attendais même à plus de coureurs qui tenteraient leur chance de loin, parce que forcément, avec un Pau Mikel, avec un Vacek, si toi tu n'as pas de pointe de vitesse, ça ne pouvait pas le faire. Kruijswijk a tenté, mais il n'avait pas des super jambes. Et c'est vrai que Béradé a été juste exceptionnel. La minace qu'il met à Kruijswijk, il attend en plus le bon moment pour la mettre. Ça, c'est aussi une bonne intelligence. Hein. Il le met juste au moment où, du côté de Kruijswijk, on est un peu en difficulté, on commence à être pas bien physiquement, on commence à être dans le rouge. Là, bim, il met la minace. Derrière, Kruijswijk peut absolument pas réagir. Et c'est encore une superbe maîtrise tactique de cette formation aussi. Et je voulais souligner quand même du côté de la Kern Pharma, quand on regarde un petit peu l'effectif, c'est une équipe où on doit bien vivre du côté de la Kern Pharma. Parce que c'est rare les formations en deuxième division où en plus certaines années tu n'as pas pu participer à la Vuelta, où tu vois quand même des coureurs qui sont là depuis parfois 5, 6, 7 ans dans la même structure qui sont passés par Lizarte et Kern Pharma. Il y en a beaucoup quand même qui ont commencé chez Lizarte, qui continuent chez Kern Pharma. Même par exemple Vendée a de la perte, hein. Tous les coureurs de Vendée ne vont pas ne vont plus chez Total Energy, certains vont dans d'autres structures. Tous les coureurs qui allaient chez Chambéry Formation n'allaient pas forcément chez AG2R non plus. Là, c'est très fort ce qu'arrive à faire cette formation, de réussir à garder ces jeunes. Pourquoi les résultats sont là aussi cette année en 2024 ? Peut-être parce que ça fait depuis 4, 5, 6 ans que les coureurs roulent ensemble et que la structure a peu de modifications. Vous savez que là, de tête, par exemple, quand on fait les présentations de début de saison, j'ai pas souvenir que du côté de la Kern Pharma, on ait énormément de turnover. Et ça permet à cette équipe bien, d'être présent au plus haut niveau. Donc bravo à la Kern Pharma, bravo on doit bien vivre à la Kern Pharma, on doit bien se sentir à la Kern Pharma. Et puis moi je me posais la question quand même, c'est quand une équipe gagne 3 victoires sur un grand tour, ça va quand même être compliqué de ne pas l'inviter l'année prochaine. Ce qui n'était pas forcément prévu, parce que normalement il y a une sorte de règle, on va dire, en Espagne, qui a été un peu intronisée il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il y a 2 invitations pour les équipes espagnoles, donc on tourne autour des 4, donc Euskaltel, Cara Rural, Burgos et Kern Pharma. Une année c'est Euskaltel, Kern Pharma, l'année d'après normalement c'est Cara Rural et Burgos, sauf que là, vu les résultats de la Kern Pharma sur cette Vuelta, ça va quand même être dur de dire à la Kern Pharma l'année prochaine, vous n'allez pas vous pointer parce que c'est l'alternance, même si vous avez gagné 3 victoires d'étape par rapport à Euskaltel. Ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine on ait Kern Pharma, Cara Rural, et qu'on n'ait peut-être pas la Burgos à cause de ces résultats excellents du côté de la Kern Pharma. Parce que pour moi, la Cara Rural est la meilleure équipe espagnole aujourd'hui en termes de densité, notamment avec Orlou Saola, Yuri Letao. La Kern Pharma, ça commence à être pas mal aussi. Et puis la Kern Pharma, c'est incroyable tous les résultats qu'ils ont depuis 2-3 mois, quoi. Ils enquillent les résultats depuis 2-3 mois.
Et là, aujourd'hui, grosse maîtrise tactique quand même dans le final. Hein. Ils étaient vraiment au-dessus. Je mets quand même Mauro Schmidt en deuxième coureur top. Pour moi, il fait qu'une erreur, Mauro Schmidt, aujourd'hui. Bon, il fait quand même deuxième de l'étape et je pense qu'il aura quand même des regrets parce que il n'arrive toujours pas à aller chercher la victoire. C'est vrai il est très présent dans les échappées, Mauro Schmidt, mais il n'arrive pas à chercher la victoire. Pour moi, il fait une erreur, c'est de partir avec Vacek et Kung. Autant j'aurais compris d'un Pau Mikel qui soit dans ce groupe-là, autant j'aurais compris qu'un Caden Groves décide d'anticiper ou un Simon Gugelmi, ou voilà, des coureurs qui sont peut-être pas forcément les meilleurs en montagne, autant Mauro Schmidt, vu le final punchy, dans la dernière petite bosse, c'était quasiment la montée idéale pour lui, pour faire valoir ses qualités de puncher. Pour moi, il n'avait pas à partir à anticiper. Les coureurs qui devaient anticiper, c'était les coureurs qui étaient les moins bons grimpeurs. Donc Kung, oui, parce que face à du Solé, face à du Izagirre, il savait qu'il n'allait pas passer. Vacek, pareil. Pour moi, Mauro Schmidt n'avait rien à faire dans ce groupe-là. Et je pense que l'énergie qu'il a déployée à faire avancer ce groupe-là, qui a pris une cinquantaine de secondes d'avance, c'est l'énergie qui lui a manqué quand Bera départ avec Roswijk et qu'il n'est pas en capacité de réagir à ce moment-là. Je pense que les 4 secondes, elles sont sur cette situation de course où il part en amont. Mais après, Mauro Schmidt, ça reste un super coureur. Moi, c'est vrai que ça m'avait... son début de saison m'avait presque attristé quand même parce que je m'attendais à ce qu'il performe. J'avais quand même dit, quand il avait été recruté, quand il avait quitté la Quick Step, j'avais dit c'est plutôt un bon choix pour lui parce que je pense qu'en plus... c'était un peu comme Marc Hirschi, enfin c'est des coureurs qui avaient meilleur que dans leur formation. Marc Hirschi, à Pogacar, t'es barré par Pogacar. Mauro Schmidt, t'avais Remco Evenepoel, notamment du côté des punchers. Julien Alaphilippe, donc il était un peu barré par ces coureurs-là. Et je m'étais dit, s'il va dans une autre structure, et la Jayco Alula pour moi était une bonne structure, parce que t'as en plus Michael Matthews, donc t'avais quand même des coureurs qui sur ce profil-là, puncher, avec une bonne pointe de vitesse, t'en as quand même quelques-uns. Et Mauro Schmidt, je me disais... c'est vraiment un coureur qui peut être efficace dans une structure comme la Jayco Alula et qui peut avoir des résultats. Et c'est vrai que l'adaptation à la Jayco Alula, ça a mis beaucoup de temps à se faire quand même parce que moi je m'attendais à ce que les résultats arrivent assez vite. Et il a fallu quand même 5-6 mois avant d'avoir les premiers résultats pour le Suisse. Mais là maintenant c'est lancé. Et vu ce qu'il était capable de faire chez Quick-Step, je me dis que l'année prochaine, c'est un coureur dont il va falloir se méfier. Parce que c'est un coureur qui a vraiment des très très grandes qualités, Mauro Schmidt. On les voit sur cette Vuelta, mais moi je les avais vus déjà l'année dernière sur les semi-classiques italiennes, où c'était également du très costaud. Semi-classique italienne qui commence dimanche, hein. Je crois la première semi-classique italienne, et puis qui va nous emmener jusqu'en octobre, début octobre, avec le Tour de Lombardie, même après. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a 2 qui sont après le Tour de Lombardie, il y a encore 2-3 classiques. Ça s'arrête quasiment le 15-20 octobre en Italie, la saison s'arrête très tard par rapport en France où nous la saison s'arrête à Paris-Tours. Ça continue encore un petit peu après et il y aura des courses notamment début octobre avec le Tour de je sais plus quoi en Chine. J'ai oublié le nom. Qu'on essaiera peut-être de suivre pour faire un peu moins de pause. Voilà, mais voilà, peut-être qu'on fera ces courses-là, peut-être qu'on n'arrêtera pas, parce que j'avais tendance ces dernières années à arrêter après Paris-Tour. Normalement, la dernière course que je faisais était Paris-Tour sur la chaîne. Là, en plus, je vais me retrouver à avoir un mois d'octobre qui va pas être fou, parce que Tour de Vendée et Paris-Bourges, qu'on traitait sur la chaîne, n'auront pas lieu. Donc, en plus, la saison de Coupe de France va s'arrêter beaucoup plus tôt que prévu. Et c'est vrai que faire... le débrief, on va dire, de la Cro-Race, c'est bien. Faire le débrief également de ces courses-là, ça peut être pas mal. Bon, déjà, la semaine prochaine, on essaiera de faire les championnats d'Europe. Je ne sais pas si vous avez vu, en plus, les championnats d'Europe en passant, auront lieu en 2025 en France, du côté de la Drôme. Le Val d'Enfer au programme. Pour ceux qui connaissent la Drôme classique et l'Ardèche classique, vous savez que le Val d'Enfer... c'est dur, hein. C'est pas de la tarte. Donc ça sera un parcours sympa au programme.
avant des championnats du monde qui auront lieu aussi en France. Hein. On va avoir pas mal de grandes compétitions en France. Les championnats du monde, ça sera en 2027. Ça sera les championnats du monde juste avant les Jeux Olympiques, qui auront lieu donc en plein été avec ces grandes compétitions globales du côté de l'UCI. Hein. C'est presque Jeux Olympiques du cyclisme. Surtout que je crois que normalement, il y aura les handisports qui seront présents. Et ça pourra nous donner beaucoup de médailles. Je ne sais pas si vous avez suivi les Paralympiques là encore aujourd'hui, mais ça a été une collection de médailles, encore une fois, sur le cyclisme sur route, sur les épreuves en ligne. On poursuit après Mauro Schmid avec Carapaz. Lui, il me fait... Enfin, si j'étais Roglic, j'aurais peur. Il me fait peur, Carapaz, dans sa cape. Enfin, il me fait peur. Moi, ça me donne envie. Mais je pense que si j'étais Roglic, j'aurais vraiment peur. Carapaz, il est capable de tout. C'est un grand attaquant, hein, Carapaz. Et moi, je pense qu'il est capable d'attaquer de très loin samedi. Alors, samedi, je me dis Carapaz qui fait un all-in sur cette étape. Et en plus, Roglic, il doit quand même avoir une peur parce qu'il doit se rappeler quand même du Giro 2019. Roglic, Giro 2019, quand il commence le Giro, c'est du grand Roglic. Il n'a jamais réussi à revenir sur Carapaz. Et sur les derniers jours de course, en haute montagne, il n'arrivait pas à tenir la cadence de Carapaz. Donc il sait, Roglic, que face à du grand Carapaz, c'est dur de battre du grand Carapaz. Et comme là, Roglic, on ne sait pas quel est son état physique, ça va peut-être être compliqué. Et je me dis que la stratégie du jour de l'AEF, de rouler, d'attaquer, je pense que l'idée était d'éliminer peut-être un ou deux concurrents, mais l'idée était surtout de montrer déjà qu'on a une puissance de frappe du côté de l'AEF et de montrer que par rapport à la Bora, ça pouvait peut-être le faire. Et je pense que l'idée, c'était peut-être aussi de rendre cette journée de course dure pour Roglic, parce que je pense qu'il y a plus d'un coureur qui s'est aperçu comme moi qu'on a l'impression que Roglic, c'est un jour ça va, un jour ça va pas. Peut-être qu'aujourd'hui ça marchait pas mal, peut-être que demain ça n'ira pas. Et du côté de Carapaz, il s'est peut-être dit, si j'enchaîne les journées à haute intensité, si je force la course à être rapide, alors voilà, hein, là il y a eu l'échappée qui a forcé la course à être rapide pendant 1h30 à peu près. Et derrière l'AEF qui a roulé, qui a créé la dynamique. Si en plus j'arrive à amener avec moi Enric Mas et d'autres équipes qui peuvent avoir envie de rouler également de manière costaud, eh bien je peux peut-être rendre la course difficile. Et plus la course sera difficile, plus Roglic sera peut-être en difficulté. Et je pense qu'il ne voulait pas que Roglic ait 2 jours de récup. Il y a eu déjà hier où c'était un peu plat. Je pense qu'il s'est dit, Roglic, hier, il a eu journée de repos. Bam, aujourd'hui, il faut qu'on roule fort. Et je trouve qu'ils ont plutôt bien fait le boulot. Et Carapaz, oui, c'est un coureur qui m'inquiète. Parce que moi, j'ai toujours le souvenir de son dieu normand avant Higuita sur le Tour de Catalogne, dans des conditions en plus de pluie effroyables. Enfin, il faisait un temps de merde. C'est plutôt un mec qui supporte bien les temps humides, Carapaz. Putain, lui, il est capable de faire all-in à n'importe quel moment, quoi. C'est un coureur qui est capable de tout. Carapaz, mais surtout de partir de loin. Et Roglic, bah ouais, il faudra qu'il fasse attention. Je pense que son adversaire numéro 1 là, parce que Mas c'est quand même pas le mec le plus gros attaquant, alors à part s'il il force sa nature, mais Carapaz, lui, c'est un gros attaquant, il a qu'une 40 de retard. Alors oui, il y a 24 bornes de chrono. Carapaz, 24 bornes de chrono, il perd 2 minutes, 2 minutes 30. Donc il faut qu'il y ait au moins samedi soir 2 minutes 30 d'avance sur Roglic. Mais derrière, les 2 minutes 30, on peut les récupérer sur les 2 derniers jours de course. Enfin, avance contre la montre. Donc il faudra faire très attention. Et Roglic, c'est que c'est l'homme à abattre. C'est l'homme à abattre. Donc tout le monde va aller sur lui. Et comme il n'a pas tant d'avance que ça pour le moment, bah, ça peut peut-être être compliqué. Et puis ces douleurs de dos, avec la fatigue aidant, ça va peut-être pas être facile à gérer pour le coureur slovène. Donc Carapaz aujourd'hui a bonne idée d'avoir roulé fort dans le final. Et puis je voulais parler de Ion Izagirre. 7ème aujourd'hui Ion Izagirre. Heureusement qu'il est là pour la Cofidis hein, sur cette Volta. Parce que bon, Guillaume Martin n'a pas été véritablement impressionnant pour le général. Il est 16ème au classement et là aujourd'hui il est dans le groupe Landa. Parce que bon,
Guillaume Martin, en plus de ne pas être très doué sur le contre-la-montre, c'est quand même un coureur qui est souvent pas très bien placé non plus, qui a tendance à se faire souvent avoir par des mouvements de course. C'est quand même fou, parce que lui il me sidère de temps en temps, Guillaume Martin, parce que c'est quand même un mec qui a fait des... Enfin, c'est là où tu vois que même si tu as fait des études, être lucide dans les temps forts, c'est pas évident. C'est un mec qui a fait des études, qui a de la réflexion. Quand il est assis sur une chaise de bureau, il peut réfléchir à plein de trucs. Mais sur un vélo, dans le feu de l'action, ça me faisait pareil avec Bardet, notamment, qui est aussi un mec qui a fait des études de commerce. Bardet, t'as beau être le plus intelligent au monde comme ça sur ta chaise d'ordinateur, et bah tu peux ne pas être lucide dans des moments clés. Et je trouve que Guillaume Martin, c'est ce qui lui manque, c'est souvent de la lucidité dans les moments clés. Du côté de Yannis Zakaria, donc je disais oui, heureusement qu'il a été là pour la Cofidis, parce que déjà il a montré le maillot de la Cofidis, 5 échappées à son actif, et surtout 3 top 10 quand même à son actif, 5e à Lagos et Covadonga, 6e aujourd'hui, 7e à Padron, ça fait quand même quelques points UCI, parce que sinon à Cofidis c'est reparti quand même vraiment Fanny de cette épreuve. Et heureusement qu'il a été là, parce que c'est vrai que Brian Cocard ne nous a pas impressionné par ses qualités physiques et par ses sprints. Donc vraiment bien, très très bien quand même de la part de Yannis Zakaria. C'est vrai que dans ce marasme de cette formation qui n'a plus que 4 coureurs, il a réussi quand même à trouver des solutions. À 35 ans, c'est vrai, hein, il a 35 ans, 36 l'année prochaine, Yannis Zakaria. Mais c'est un coureur dont il faudra faire... il faut toujours s'en méfier quand même sur la fin de course. Je pense qu'il a quand même mis beaucoup d'énergie, donc je ne sais pas si on le reverra dans beaucoup d'échappées. Mais heureusement qu'il a été là du côté de la Cofidis, parce que sinon ça aurait été un marasme encore plus complet. Allez, c'est pour ça que je voulais en parler. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne, Landa aujourd'hui, assez loin de l'arrivée déjà, tu sens qu'il n'est pas exceptionnel. Landa, c'est-à-dire quand ça roule fort, tu vois à plusieurs moments qu'il est un peu en difficulté. Mais je me disais, bon, tu voyais aussi Ben O'Connor en difficulté, tu avais d'autres coureurs qui n'étaient pas au mieux. Donc tu te dis à ce moment-là, bon, voilà, c'est le rythme qui est vraiment intense, on est à 49 de moyenne. Ensuite, quand ça va se calmer, Landa, il arrivera à retrouver une bonne condition. Sauf qu'encore une fois, du côté de l'AEF, on a décidé de ne pas vraiment calmer le rythme. Et là, aujourd'hui, il a complètement explosé. Alors, c'est pas le seul, hein, Sepp-Kuss aussi. Mais Sepp-Kuss, il était déjà plus loin en général. Bon, moi, Sepp-Kuss, je n'en faisais pas un favori pour le classement général ces derniers jours. C'est vrai qu'on avait vu que Sepp-Kuss, vu le travail qu'il faisait pour Van Aert, moi, je ne me faisais pas beaucoup d'illusions sur la situation de Sepp-Kuss. Mais là, aujourd'hui, il perd 3 minutes 20, Landa. Il était 5e du général. Il a tenté beaucoup de choses, Landa, quand même. Enfin, il a tenté un peu sur cette deuxième semaine, début de troisième semaine. Il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné au final dans le travail qu'a demandé à ses équipiers Landa. Il a beaucoup fait rouler Le Cerf, notamment au Cataneo. Et là, ça n'a pas marché. Et puis aujourd'hui, oui, il était pas dedans, quoi. C'était une mauvaise journée. Mais c'est une mauvaise journée qui coûte très cher sur une étape où on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des écarts pareils. Perdre 3 minutes 20 sur une étape qui est sans arriver au sommet, il n'y a pas des gros pourcentages plus que ça non plus. La dernière côte était à 40 bornes de l'arrivée, je ne sais plus elle était à combien. C'est quand même incroyable de perdre autant de temps, quoi. En 45 bornes, il perd 3,20. Il s'est retrouvé complètement seul dans la Pampa. Je trouve aussi que son équipe a mal joué le coup, parce que il fallait pas qu'il se retrouve tout seul dans la Pampa, mais j'ai l'impression que il n'y avait plus personne avec lui. Je pense qu'à ce moment-là, il aurait fallu faire redescendre Van Sevenant, mais beaucoup plus tôt. On met un peu trop de temps avant de faire redescendre Van Sevenant. De toute manière, on savait que ça allait être compliqué pour ne pas perdre de temps. Donc à partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi on fait relever Cataneo. Cataneo, il a montré avec Vlasov que c'était l'un des meilleurs de l'échappée. Cataneo, il était capable, lui, de partir dans la petite montée ou de tenter même un coup du kilomètre. Il était capable de résister, de t'apporter une victoire d'étape.
Pourquoi tu le fais le relever? En plus, à 13 bornes de l'arrivée, l'apport de Cataneo sur 13 km, il va pas réussir à rectifier le tir. Tu as déjà 3 minutes de retard à ce moment-là. C'est déjà mort. C'est déjà mort pour le général. Enfin, pour pas perdre beaucoup de temps sur cette étape. Il ne pourra pas rectifier le tir. Donc pourquoi faire attendre Cataneo, qui a plutôt en plus des super jambes, qui a fait beaucoup de travail d'équipier en plus sur cette Volta. Je trouve que déjà c'est mal récompensé son travail d'équipier à Cataneo. Et ensuite, c'est gâcher une victoire d'étape potentielle. Parce que là aujourd'hui, la Soudal Quick-Step pouvait aller prendre une victoire d'étape potentielle. Et ils sont passés à côté. Parce qu'une mauvaise stratégie. Et c'est là où tu vois que dans cette équipe, quand même, de temps en temps, ça ne marche pas très bien. Parce que oui, Landa aujourd'hui, il était trop loin. Il fallait faire redescendre Van Sevenant. Après, il n'y avait que Van Sevenant, donc de toute manière, ça aurait été dur de rectifier le tir. Mais en même temps, tu payes aussi peut-être le travail qu'a fait Le Cerf sur certaines étapes où il a fait beaucoup de travail. Tu payes aussi l'abandon enfin, quoi que c'était Casper Asgreen, donc ça t'aurait pas beaucoup aidé. C'était pas Casper Asgreen non plus, mais il n'y a pas eu d'abandon, mais tu payes aussi James Knox qui n'a pas été exceptionnel, mais Knox, Le Cerf, Pedersen, Vervaeke, c'est des mecs qui ont énormément travaillé ces derniers jours, sans que Landa n'arrive à faire de différence. Il faut toujours réussir à gérer ses temps forts. Là, pour moi, Asgreen avait abandonné, mais non, il n'a pas abandonné. J'avais, cette image-là de Asgreen qui avait abandonné. C'est un autre Danois, j'ai dû confondre avec un autre Danois, où c'était sur une autre course. Mais pour moi, Asgreen avait abandonné la course. Mais du côté de la Soudal, oui, on est passé à côté aujourd'hui. Je pense qu'on a paniqué, qu'on a vraiment pas bien géré le final. Ça, pour moi, c'est un raté. Et surtout, on perd une victoire potentielle avec Cataneo. Parce qu'il était vraiment bien, Cataneo. Il est bien, je trouve, depuis le début de cette Volta, Cataneo. Et il était très très bien là dans cette étape. Je trouve que c'est pas une bonne stratégie. C'était pas bien du côté de la Soudal Quick-Step. À Euskaltel, à Euskadi, tu peux pas rater une étape comme celle-là, quoi. Tu peux pas rater une étape qui part de Vitoria-Gasteiz au Pays Basque, quoi. Euskaltel à Euskadi ne peut pas rater une étape de ce type-là sans mettre un mec dans l'échappée, surtout quand il y en a 42, quoi. Ils ont raté leur étape. Je suis désolé, mais ils ont complètement raté leur étape. Il fallait mettre des mecs dans l'échappée. Quand tu vois qu'il y a des Cairn Pharma, quand tu vois qu'il y a des DSM, tu vois, même la lanterne rouge a réussi à prendre l'échappée, donc c'était faisable du côté d'Euskaltel. Ne pas en mettre un seul, c'est terrible. Et c'est vrai qu'à Euskaltel sur cette Volta, autant la première semaine, j'avais dit voilà, il y avait eu des prises d'échappée, c'était pas mal. La deuxième semaine, ils sont transparents. La troisième semaine, ils ratent quand même l'échappée aujourd'hui. Ça fait un petit peu beaucoup pour une équipe qui n'est pas sûre, en plus de participer dans les années à venir à la Volta. Hein. Parce que je rappelle que quand on ne prendra plus que les 30 premiers au niveau du CI, à Euskaltel est souvent en dehors des 30 premiers. Là, ils sont passés complètement à côté. Alors ensuite, ils essayent de rectifier le tir en roulant comme des dératés. Mais bon, il y avait déjà 2 minutes. Hein. Donc c'était beaucoup trop tard. Il fallait le faire tout de suite. Le temps de réaction n'a pas été assez rapide. Bon, ensuite tu roules, c'est un peu la punition. Ça a été la punition là, du côté d'Euskaltel. Puis après, derrière, tu tentes une attaque du désespoir. Il y avait déjà, je pense, 5 minutes d'écart. Bon, ils tentent d'attaquer. Ce qui a été inefficace pour Godson Martin et c'était Biscara. Hein. Oui, c'était Biscara qui était avec, et ça a été inefficace, quoi. Mais je trouve qu'Euskaltel, oui, a été assez subi quand même depuis la deuxième semaine de la Volta. C'est un peu compliqué pour cette structure là depuis la deuxième semaine, donc on va voir si ça va rectifier le tir désormais pour la formation espagnole. Mais aujourd'hui, tu ne pouvais pas rater cette étape. Tu ne pouvais pas faire ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il fallait y aller, il fallait trouver la solution. Et là, pour moi, c'était pas la bonne idée.
Et encore une fois, sur une étape à domicile. Et on sait tout l'amour d'Euskaltel Euskadi et tout l'amour également du public basque pour cette structure. Et comble de malchance, on va dire, enfin comble de l'humiliation suprême, t'es battu par un mec qui est basque et qui n'est même pas dans ta structure. C'est le comble de l'humiliation, je crois. Ça a été vraiment la journée de l'humiliation pour Euskaltel. Donc c'est pour ça que je les mets dans les bonnets d'âne, parce qu'aujourd'hui tu ne pouvais pas rater l'échappée. Et je trouve que leur deuxième et leur troisième semaine de Vuelta n'est vraiment pas bonne. Et puis Narvaez, lâché extrêmement tôt. Je trouve pas en jambes Narvaez. Sur cette Vuelta, j'avais déjà mis en flop il y a quelques jours. Bon, il tente de prendre des échappées, mais c'est vraiment très laborieux. Là, il est lâché extrêmement tôt, Narvaez. Certes, il a pris l'échappée, mais il a été assez inexistant dans l'échappée. C'est dommage parce que l'étape du jour pouvait lui convenir avec un final de ce type-là. Je pense qu'il n'a pas les jambes du Giro. Après, c'est assez normal. Narvaez, il doit être à bien 60 jours de course. Je pense, Jonathan Narvaez. Narvaez, il est à 59. J'étais pas loin. Putain, en ce moment, je suis bon sur les comptes. Sans avoir vérifié. Mais c'est quand même un coureur qui a fait énormément de jours de course. Il a fait les classiques flandriennes. Il a été sur le Giro. Il a fait le Down Under aussi. Après le Giro, il a fait quand même le Tour de Slovénie. Après il a un peu coupé, mais il a repris avec la classique à San Sébastien. Et là je crois que vraiment il commence à être sur les rotules. Parce que c'est vrai que son début de Vuelta, il prend quand même des places d'honneur, notamment dans cette deuxième semaine. Là j'ai l'impression que ça fait depuis quelques jours dans les échappées, il a beaucoup de mal à être efficace. Et notamment aujourd'hui. Puis il est battu par Van Aert sur l'étape de Padron. Il n'arrive pas à suivre l'accélération. Il est moins en jambes qu'en début de saison. Je pense que l'année commence à être longue pour Narvaez. Et il commence à subir un petit peu. J'ai l'impression qu'il attend vivement les vacances. Et puis vivement peut-être d'aller chez UAE. Ça sera l'année prochaine. On verra que ça sera un coureur peut-être à suivre quand même chez UAE. Sur les classiques flandriennes. Plus que sur les grandes courses punchy. Jonathan Narvaez, là ça a été... Je crois que c'est la course, la troisième semaine là, commence à devenir extrêmement longue et je crois que là physiquement ça commence à devenir compliqué. Et puis le problème c'est que du côté des attaquants chez Ineos, t'as pas grand monde quoi. Donc c'est vrai qu'on mise beaucoup sur Narvaez pour les victoires d'étape parce que Carlos Rodriguez joue le général, Oscar Rodriguez c'est un petit peu le lieutenant de Carlos, Kim Hajduk, un peu tendre, et puis on peut pas dire que j'ai été émerveillé par ce coureur. Brandon Rivera, c'est pas non plus exceptionnel. Et puis il y a eu des abandons quand même aussi du côté de cette structure. C'est vrai que Kim Hajduk, moi je comprends pas comment déjà il a pu être recruté. Parce que c'est déjà pas c'est un palmarès intéressant chez les jeunes, mais c'est pas le plus gros palmarès chez les jeunes, très clairement. Et aujourd'hui, ça fait depuis... il a encore un contrat jusqu'en 2025 chez Ineos. Je trouve ça sidérant. Parce qu'aujourd'hui, en termes de résultats, c'est 62 points UCI. C'est quand même cette année. L'année dernière, c'était 95 points UCI. Et l'année d'avant, 19 points UCI. Donc, depuis ces 3 ans chez Ineos, c'est quand même pas exceptionnel. Je vois pas vraiment d'évolution par rapport à d'autres coureurs qui ont commencé piano, mais ensuite on a vu des évolutions dans la manière d'obtenir des résultats. Lui, c'est pas vraiment le cas. Et c'est vrai que t'as un peu que Narvaez pour ce type d'étape là en tant que baroudeur. Sauf que si Narvaez il est un peu fatigué, ça commence à être dur. Narvaez il a quand même explosé cette année au niveau des top coureurs mondiaux. Mais il y a un moment, la fatigue est là du côté de Narvaez, donc ça serait bien de le mettre peut-être au repos. Et puis c'est dommage parce qu'un Narvaez sur la Bretagne classique, ça aurait été intéressant de le voir, sur les classiques canadiennes également. Et on ne pourra pas voir ça du côté du coureur équatorien. Bon, on regarde tout de suite les différents classements. On regarde tout de suite les différents classements pour finir cette vidéo. On commence avec le vainqueur de l'étape, donc Urko Berade, coureur basque de l'équipe Karen Pharma, devant Mauro Schmid, Pau Mikel, Max Poul, Alexandre Vlasov.
Ça, c'était pour les coureurs échappés. Le premier coureur qui n'était pas dans cette échappée, si on regarde le peloton des leaders, des favoris, eh bien, on retrouve Victor Lafay, Ben O'Connor, Carlos Rodriguez, Roglic, donc qui finissent à 6 minutes 40. Vous avez ensuite à 10 minutes le peloton Landa, Sepp Kuss, Guillaume Martin, donc qui perd quand même 3 minutes 20 sur le peloton des leaders. Et ça va coûter extrêmement cher. Parmi les coureurs qui ont perdu du temps aussi, Jack Haig, vous avez Félix Gall, Del Toro aussi, qui ont fini loin sur cette journée. J'avais oublié de rafraîchir, ça ne va pas vouloir rafraîchir. Voilà, ça va rafraîchir. Normalement, donc avec des abandons aussi pour cette journée, notamment Reine Taramae et Corbin Strong qui ont abandonné sur cette étape, ce qui aura peut-être des conséquences sur la suite au niveau des coureurs. Voilà, c'est les deux autres abandons de la journée. Le dernier coureur, c'était Juaresti qui a fini à 31,45 mais qui a fini cette étape après avoir roulé la punition de Euskaltel à Euskadi de rouler derrière le peloton. Du côté du général, eh bien Ben O'Connor aura le maillot de leader un jour de plus. Est-ce que ça se terminera vendredi? Demain, on le saura. 5 secondes d'avance sur Roglic, Henrik Mas à 1,25, 1,46 pour Richard Carapaz. Et surtout la belle opération du jour, eh bien c'est David Gaudu qui se retrouve à 3 minutes 48, 5e avec les soucis de Landa. On verra ce que ça donnera pour ce dernier week-end. Carlos Rodriguez 6e, Skelmose 7, Lipovic, Sivakov 8 et 9, Landa 10e désormais du général, Damiet 11 et surtout Sepp Kuss 12e et désormais à quasiment 10 minutes. Donc les chances de faire mieux que 7 ou 6 se raréfient maintenant. Pour Sepp Kuss, Guillaume Martin est 16e et Vlasov lui est passé devant. Et Fortunato est 17 heureusement pour Guillaume Martin, c'est qu'il n'y a que Vlasov qui lui est passé devant, mais là aussi, du côté des écarts, ça va commencer à être compliqué pour Guillaume Martin pour aller gagner des positions au général et rentrer dans ce fameux top 15. Du côté de la lanterne rouge, c'est toujours Tim Naberman, mais il avait quasiment 10 minutes, un quart d'heure hier, désormais il n'y a plus que 3 minutes. Avec Camille Gradec, c'est l'avantage d'avoir pris de l'échappée pour Tim Naberman. On verra demain s'il sera un petit peu plus loin. Maillot vert, des changements avec Caden Groves leader, mais surtout Pablo Castrillo qui prend désormais la 2e place. Alors c'est toujours serré avec Bittner et Max Poul. Pao Mikal est 5e. Je rappelle que les 3 premiers marquent des points au niveau UCI. Donc ça c'est la bonne nouvelle pour Pablo Castrillo du côté de la Carne Pharma. Du côté du classement du maillot vert, c'est Marc Solé qui passe en tête. Et Jevine 2e. Alors on verra demain s'il y aura une bagarre entre les deux coureurs de la UAE. Ne pas oublier Pablo Castrillo, toujours en embuscade avec 20 points de retard, et puis Filippo Zana aussi avec 30 points de retard, et Marco Frigo. Du côté du maillot blanc, c'est Carlos Rodriguez qui est toujours en tête face à Skelmose et Lipovic. Lipovic qui n'a pas passé une journée si facile que ça. Il faudra voir s'il arrivera à tenir la cadence demain. Puis Max Poul est passé devant Richie Tello et Valentin Paré-Peintre et de passer devant Isaac Del Toro. Et puis du côté du classement par équipe, c'est toujours UAE qui est en tête devant Red Bull, Decathlon, la Visma, Groupama, FDJ qui passe devant la Soudal Quick-Step à la 5e place. Et la dernière équipe, c'est toujours Alpecin, bonne dernière. Et puis bon, désormais, il y a 1h20 de retard par rapport à l'Autodestiny. Donc ça devrait durer de cette manière-là jusqu'à la fin de cette Vuelta 2024. Nous, on se retrouve demain matin, 7h, pour la présentation de cette étape numéro 19, le début du triptyque final qui va faire mal aux pattes. Et puis, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao, ciao sur la Mec Production.